Et en fait, en travaillant ton employabilité, en fait, tu travailles aussi ton employabilité et ta pertinence pour ton groupe dans lequel tu es déjà aujourd'hui et donc dans ton rôle. Aujourd'hui, quand on utilise un cloud public chez nous, il y a des règles d'ordre de la sécurité qui sont mises en place. On a tout un appareillage qui est fait avec un cloud provider, un amarrage quoi, au niveau sécurité. C'est pas la même manière d'utiliser du cloud public qu'ailleurs. Mais par contre, les retours d'expérience sur la manière dont les gens l'ont utilisé et comment ils ont trouvé de la valeur dedans et qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui, ça en fait, ça va créer une valeur chez nous d'avoir ça comme information. Donc c'est plutôt de la base vectorielle, donc c'est plutôt de la documentation que tu amènes et que tu vas structurer. Sauf que demain, la réalité, c'est ce qu'on veut, on veut exploiter finalement la donnée de type relationnel ou non structurée. Et finalement, un client, à la fin, moi ce que je dis en interne de plus en plus, c'est que les clients, que ce soit des données de type vectoriel, graphe, géospatial, relationnel, lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver une information. Bonjour, vous écoutez Crème Connect, le podcast de Crème de la Crème. Je suis Ambre Prigent. Ensemble, nous explorons les grandes transformations à travers les voix de celles et ceux qui les façonnent. Salut Florian, merci d'être là pour le second épisode de Crème Connect. Je suis ravie de t'avoir en tant qu'invité. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ton métier, directeur adjoint de la data et de la plateforme et du cloud. Et de l'open source. Et de l'open source. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ton rôle aujourd'hui, ce que signifie piloter une plateforme data ? Est-ce qu'il y a de l'IA ? Est-ce que tu utilises l'IA ? Enfin voilà, explique-moi un petit peu comment tu es arrivé à rejoindre ce poste-là chez BPCE, du coup. Salut Ambre et merci pour l'invitation. Alors le poste, c'est un grand mot, directeur adjoint data open source, mais en fait c'est surtout, je fais partie d'une entité qui est une entité d'expertise pour le groupe. Il y a pour but de faire un peu centre d'excellence, centre d'expertise, d'innovation dans le groupe. D'accord. Et donc, on a une équipe transverse data. Et maintenant, je suis devenu adjoint du responsable il y a peu. Et on a ouvert une entité open source à l'intérieur de cette entité-là. Je reviendrai peut-être dessus après. Et donc, l'objectif, c'est d'être pour, on va dire, les entités du groupe, une sorte de point de contact autour des plateformes data et d'être un peu product owner des fois, asset owner, proxy owner, en fait d'aider à l'évolution de ces plateformes-là et d'être un peu responsable de ces plateformes-là pour que les gens puissent les consommer, les utiliser dans leurs projets. D'accord. Ça va être autant des plateformes en privé, donc vraiment dans nos data centers, en cloud privé comme on dit. D'accord. Et on a aussi une stack data qui évolue et qui va de plus en plus vers le cloud public. Okay. Avec de l'intégration d'IA et on pourra revenir dessus. Et comment je suis arrivé là, c'est très simple, c'est parce qu'en fait j'ai démarré à la base chez Natixis, qui depuis a été intégré dans le groupe BPCE, qui est une marque maintenant du groupe, qui à la base a été d'abord une entreprise cotée dans le CAC 40 et qui a été finalement le flottant a été racheté par BPCE. Donc en 2022, moi j'ai rejoint le groupe BPCE et j'étais déjà dans une entité transverse pour Natixis sur les thématiques de Big Data. D'accord. Et je continuais sur cette plateforme Big Data. Et en fait, il s'est passé que le scope a beaucoup changé parce que entre les plateformes Big Data qu'on avait démarrées, qui étaient un peu des plateformes transverses pour des activités, il s'avère que la stack évolue. Par les biais technologiques, on était d'abord sur du big data, après on a commencé à avoir de la conteneurisation de services sur du Kubernetes, et après on a eu du cloud public qui s'est ouvert, on a eu plein de services cloud public qui sont arrivés comme Power BI et d'autres, et ce qui fait que la stack elle a évolué, et donc mon rôle a évolué, et en 2021-2022 déjà quand chez Natixis, l'objectif c'était de commencer à monter un pool de data ingénieurs qui avaient l'expertise dans le groupe. Et de combien de personnes ? Au tout début on était 4-5, aujourd'hui on est 12. Ah ouais, quand même. Et c'est que des internes, c'est que des gens en interne du groupe. D'accord. On fait appel à pas forcément beaucoup de prestations. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est plutôt qu'il y avait quand même un objectif initial qui était post-Covid. On avait vu que pendant le Covid, les boîtes ont dû à un moment faire aussi des choix. Il y a beaucoup d'experts des fois sur des technos qui sont partis parce qu'ils étaient en prestation de service pour nous. Et j'ai senti, moi qui animais ces communautés-là, parce que moi je viens quand même de l'animation de ces communautés autour de ces plateformes, qu'il y avait eu un moment un petit... Il nous manquait quelque chose, une sorte de pool de compétences. Moi, je ne pouvais pas répondre à tout le monde. D'accord. L'objectif, c'était de commencer à monter un peu un pool d'experts internes qui ont de la compétence, qui connaissent le groupe, qui connaissent les process. Qui suivent les projets de A à Z. Qui ont déjà eu des projets et qui peuvent les suivre et les aider. Et qui peuvent aussi travailler avec moi sur l'innovation et la veille autour de ces plateformes-là, parce qu'il faut les faire évoluer. On a des enjeux on le voit, ça évolue tellement vite. Donc, il y avait cette notion de veille, il y avait cette notion d'accompagnement et d'expertise autour de ça. Et de travailler notamment en grande proximité avec BPCEIT, qui est en fait pareil, une marque dans le groupe,
parce que BPCE-IT, c'est l'infogéreur, donc c'est l'administrateur en fait de nos plateformes et de nos stacks techniques. Donc on travaille avec eux pour faire évoluer ces plateformes privées et cloud public. D'accord. Et ces plateformes, c'est quoi leur but aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles vous apportent au quotidien? Bonne question, parce que je dirais pas forcément plus les mêmes use cases en fonction de l'endroit où on est. D'accord. Sur la partie cloud privé, l'historique est une plateforme big data. On vient d'un monde plutôt d'une plateforme qui a servi en fait à venir répondre à deux types d'usages où le big data était pertinent. On voulait stocker du volume de plus en plus important parce qu'on nous demandait d'avoir de l'historique de plus en plus important sur notamment la partie Natixis, sur les stress risques, etc. Les stress tests et donc toute la partie risque. Il s'est avéré qu'on voulait aussi la capacité de compute ce volume. Et donc, à l'époque, on s'est dit, pourquoi pas monter des architectures big data qui répondent finalement à cette problématique de volume et de compute, et par la vélocité, etc. Et la variété de données. Okay. Donc, ça s'est transformé vraiment de plus en plus, pas dans une plateforme de data science, mais vraiment dans une plateforme, j'échange de la donnée, j'amène de la donnée, j'échange avec d'autres projets. Quel type de données? Et ben là, c'est plutôt des données de type plutôt corporate banking, donc plutôt la CIB, donc plutôt Natixis, et fonction corporate, donc plutôt la finance, la compta, risque de crédit, risque de marché. D'accord. Donc on est plutôt vraiment sur de la donnée d'un scope ex-Natixis et qui s'est de plus en plus ouvert sur la partie que j'ai appelé les fonctions corporate du groupe, compta, finance, liquidité. D'accord. Et donc là, on est vraiment sur échange donc capacité à stocker du volume de données, capacité à l'échanger directement sur cette plateforme, capacité à le processer, à le computer, à la transformer, cette donnée, pour créer de la valeur. Et derrière, de l'usage soit par de l'accès par de la BI, soit par de l'accès par des outils de low-code, no-code pour l'utiliser, la computer pour des data analysts, donc plutôt des profils data analysts. Et on a quelques use cases data science dessus. Mais c'était pas souvent, on a eu des projets, enfin, on a beaucoup d'entreprises qui ont démarré le big data d'un point de vue, parce que je voulais faire du data lab, je voulais faire de la data science. D'accord. Nous, ça s'est plutôt transformé en plateforme data opérationnelle et de plus en plus d'analytics. Ok. Et donc, petit à petit, on apporte des outils pour faciliter l'accès, pour faciliter la fédération avec d'autres zones de stockage, etc., pour faciliter en fait les projets, l'accès à la data, quoi. L'accès à la data et faciliter les projets avec tes équipes. C'est l'objectif. Cette équipe-là, elle est vraiment là pour. Moi, je dis souvent, c'est pour. Si je la résume, je dis c'est pour aider. C'est pour aider à la veille, c'est pour aider à l'innovation, c'est pour aider à ce que les plateformes évoluent dans le bon sens. C'est travailler avec l'infogéreur main dans la main. C'est travailler avec les équipes métiers de l'autre côté. Et c'est finalement juste faire un peu de glue, quoi, finalement. Et c'est pour ça que je dis souvent. J'aime pas le terme de product owner, mais je dis plutôt proxy owner. C'est-à-dire vraiment, on a un asset technique. Toutes les équipes ne peuvent pas avoir des compétences, tout le monde ne peut pas avoir toutes les mêmes compétences dans toutes les équipes. À un moment donné, on a un pool pour aider les gens là-dessus. Ok. Tu me parlais de transversalité tout à l'heure entre les équipes. Pourquoi ce rôle est particulièrement transverse aujourd'hui? Comment toi, de par ton rôle de directeur adjoint, tu arrives à monter des projets qui vont être transverses en fonction de toutes les entités que tu vas adresser, en fonction de tous les métiers avec lesquels tu vas travailler au quotidien? Alors, on a cette chance qu'il y a un choix qui a été fait assez rapidement quand Natixis a intégré BPCE, c'est que cette entité, ils ont décidé de l'avoir dans une entité transverse au sein de ce qu'on appelle technologie opération, qui est en fait ce qu'on pourrait résumer la DSI, les opérations du groupe, qui relie plein d'entités, BPCE-SI pour solutions informatiques, plutôt du monde du retail, BPCE-IT pour l'infogéreur, et on a BPCE-SA, dans laquelle moi je suis dedans, qui est plutôt la partie fonction corporate, et certains métiers, dont mon entité, qui est une entité d'expertise pour le groupe et d'excellence. Enfin, d'excellence, c'est un grand mot, mais d'expertise au minimum. On essaye de faire au mieux pour l'excellence. Ouais. Mais c'est transverse parce que l'objectif de cette entité, c'est vraiment aider toutes les entités du groupe qui en ont besoin. Et en fait, soit tu es plutôt sur de l'expertise, on va dire, au sens processing. On a des gens qui font, et tu as dû en connaître, sur la partie smart automation, de processing, qui vont plutôt aider des métiers, faire de l'assessment chez des métiers pour mettre en place ces technologies-là. Parce que c'est une sorte de centre de compétences de ces expertises qui vont accompagner les métiers à le mettre en place. Moi, la chance que j'ai, c'est que historiquement, je viens des communautés. Donc, je viens plutôt de l'animation autour des plateformes, des communautés autour de celles-ci. Et de l'expertise pour le groupe, et qui était avant Natixis et après BPCE. Et donc finalement, on est sur des assets qui sont transverses. La plateforme data, historiquement plutôt Natixis, mais qui a un cœur maintenant BPCE parce qu'on l'a ouverte, et même international parce qu'on a même des réplicas de cette plateforme en Asie et aux US. Okay. Donc tu vois, très transverse sur cette partie-là. Ah ouais.
On a aussi une grosse partie de l'équipe qui est à Porto. Donc parce qu'on a un centre de nearshoring à Porto. Et on a aussi, okay. on a une grosse partie de l'IT là-bas et aussi des projets data. Et la partie club public, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça s'est ouvert plutôt 2022. Paiement, qui était une filiale du groupe, qui est chez DigiPay, donc les métiers du paiement étaient déjà sur le club public GCP. Et on a aussi le monde du retail qui a commencé sur GCP. Et donc, on a aussi fait monter l'équipe en compétences pour aider les projets. Soit pour aider, être aussi inclus dans les projets du monde retail pour apporter aussi notre pierre à l'édifice. Ou soit maintenant, pour essayer d'animer des design authority, pour essayer d'animer des communautés aussi autour de ça avec d'autres personnes. Pour pareil, toujours animer autour de la veille, de l'innovation, l'aide dans le groupe autour du club public. Et on a le gros produit, et il y a le produit maintenant qui est Power BI qui est rentré dans mon équipe il y a peu, parce qu'avant c'était une équipe un peu à côté, et l'équipe Power BI est rentrée. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, Power BI c'est un gros outil BI dans le groupe, c'est 65 000 utilisateurs. 65 000, ah ouais. Et on fonctionne plutôt en socle, donc ça veut dire que moi dans mon équipe j'ai une partie du socle, c'est-à-dire que j'ai 2 personnes qui vont correspondre avec d'autres membres des entités pour que ce socle fonctionne. Donc en fait on a différents modèles de gouvernance de nos assets en fonction aussi de l'histoire, des expertises qui sont là ou pas là. De comment ça s'est évolué, comment ça a été. Donc en fait, on a souvent une approche très transverse, pas forcément avec toutes les entités tout le temps, mais au moins toujours avec une bonne partie des entités sur ces technologies-là où les gens peuvent venir. Et après, on peut faire appel à nous juste des fois sur des projets très spécifiques. Et là, soit je vais dédier des gens, soit on va carrément faire un accompagnement, soit on va carrément mettre des gens dans le projet pour les aider. Donc franchement, on a un peu un truc un peu à la carte, mais c'est très transverse. Ça veut dire que on est là pour faire évoluer la stack data du groupe. Et moi, je dis tout le temps, on est là pour aider le groupe. Et le groupe, donc c'est forcément, tout le si monde. tu aides quelqu'un, t'es transverse, on est bien d'accord. L'objectif, c'est ça, c'est d'être transverse pour le groupe. Et par rapport à tes années d'expérience dans ce domaine de compétences-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus évolué dans ton périmètre ces dernières années ? Avec l'arrivée de l'IA, il y a forcément des choses sur lesquelles tu as dû t'adapter, être agile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans vraiment l'évolution de ton métier, où tu as vu vraiment... tout à l'heure, tu parlais du Covid. J'imagine que là, il y a eu effectivement un grand changement en termes de travail, en termes de workflow, en termes de... Ah, oui, t'as raison. Est-ce que y a quelque chose qui t'a vraiment marqué ces dernières années et qui a fait twister ton job, et où tu as vu vraiment un vrai changement ? Je dirais 3 choses. Il y a la première chose, tu as raison, il y a le Covid, tu fais bien de le rappeler. Il faut savoir qu'avant, quand on animait les communautés, en fait, on se rejoignait tous en physique. Et en fait, c'est quand même plus simple d'animer des communautés en physique, mais par contre, tu es limité en termes de personnes en fait, que tu peux toucher. Bien sûr. Tu vois, on était au maximum 60 dans les salles, ce qui est déjà énorme. Ouais, bien sûr. Là, aujourd'hui... Ça coûte cher. Ça prend, en fait, on s'en rend pas compte pour le groupe, mais c'est vrai que ça donne du temps. Et là, aujourd'hui, on anime tout par des teams, on a vraiment changé. Donc, tu peux avoir 300 personnes de connectées. Déjà, pas plus tard que cet après-midi, on a fait un Rex dans la communauté GCP et on avait 130 personnes connectées. Et donc et là, par contre, tu peux vraiment toucher toutes les entités, parce qu'il faut savoir qu'en plus, le groupe, il est régional en plus d'être international. Donc nous, soit on fait des Rex en français, mais qui vont toucher les régions, donc c'est bien aussi, c'est-à-dire qu'on donne cette possibilité à tout le monde de se connecter. Et des fois, ça nous arrive aussi d'aller par contre en physique à Porto ou à Singapour ou autre pour animer des choses. Parce que c'est aussi bien de se voir en physique, mais ça nous permet par contre d'avoir aujourd'hui un footprint qui est énorme et tout le temps avec les équipes. Donc dans la capacité de diffusion, on a une plus grande force. Par contre, là où c'est plus dur, c'est le moment où tu veux rassembler aussi en physique. Ça, c'est plus dur. On arrive encore à le faire. Je crois savoir ce dont tu parles. Et toi qui animes des choses en physique, c'est compliqué. On a beaucoup de no-show, on a beaucoup de... Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais par contre, quand on y arrive, je trouve que là, c'est magique. C'est une vraie réussite. C'est vrai que c'est magique, qu'il se passe quelque chose, en fait, plus que quand tu es en visio. Clairement, là, tu vois, pour souligner le truc... c'est donc maintenant, j'ai récupéré une partie du SOC Power BI. Et là, cette année, ils ont depuis 2-3 ans, même 4 ans, je crois, ils animent une journée autour de Power BI. Et ils invitent vraiment toutes les personnes qui vont... Enfin, ils invitent, entre guillemets, des relais Power BI qu'ils ont soit dans les entités, soit dans les caisses, soit dans les banques. Et là, tu vois, cette année, il y avait 220 personnes en amphi le matin. Et au total, on a eu 300 personnes qui sont venues sur site. Ah ouais, donc, ça intéresse, en fait, les gens... Ça intéresse. Et en fait, surtout, tu as un impact... c'est pas forcément diffusé. Donc là, c'est pour la communauté francophone, parce qu'on va essayer de faire à peu près la même chose dans la communauté anglophone, plutôt à Porto. Mais tu vois, il se trouve que c'est un travail où tout le socle se met ensemble, BPCE ici, BPCE IT, et ça et autres. Tout le monde se met ensemble pour que ça fonctionne.
ils travaillent vraiment main dans la main et c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les gens, il faut envoyer aux gens, il faut envoyer des invités personnels. Donc, en fait, il y a un travail aujourd'hui pour rassembler qui est plus dur. Par contre, je trouve que l'impact en physique, il est plus fort. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans mon métier, autour de l'animation et aussi l'idée de diffuser, je trouve qu'on a aujourd'hui une capacité à diffuser beaucoup plus forte. Même si là où le danger est, c'est que comme il y a aussi beaucoup de choses, c'est dur de capter l'attention. Et donc, c'est là où il faut se renouveler, c'est là où il faut peut-être changer les formats, c'est peut-être là où il faut réinventer des choses, c'est là où il faut être capable de mêler des journées mi-physiques, mi-à distance, être capable de refaire des réunions, des fois Teams, sur des thématiques spécifiques. Donc, c'est aussi être capable de renouveler un peu l'animation de ces communautés-là. Oui, bien sûr. Et c'est, donc, ça, c'est un des premiers trucs qui a beaucoup changé dans mon métier entre le début et maintenant. C'est vrai que je ne m'en rends pas compte parce qu'on vit au quotidien. Oui, bien sûr. Parce que quand tu as parlé du Covid, ça m'a marqué là-dessus. Et la deuxième chose qui a changé, c'est moi, quand j'ai démarré, on était encore... c'était le début du big data. Donc, c'était le début un peu déjà des technologies... Je me permets de te couper. Quand tu dis big data, c'est quoi le big data ? Big data, pour moi, c'est le moment où on est arrivé sur ce qu'on appelle souvent le monde Hadoop. Ça veut dire on a eu des stacks data qui ont permis de commencer à traiter du gros volume. D'accord. Avec beaucoup de compute, avec beaucoup de capacités de compute, et on commençait à traiter de la variété de données qu'on faisait pas. Avant, on était très base relationnelle, ça veut dire qu'on avait nos bases Oracle, nos bases SQL Server, on recevait des fichiers, on les traitait, on faisait une base relationnelle ou une base opérationnelle, et après on s'échangeait des fichiers entre nous, chacun avait son petit entrepôt de données dans son coin. Là, le big data, c'est quand on est arrivé là-dessus, et au fait, beaucoup de gens ont aussi traduit le big data par l'arrivée de l'IA, parce que c'est le moment du machine learning, etc. Et qu'on se disait qu'on allait pouvoir en fait mettre à un endroit plein de données non structurées et finalement les consommer. Bon, la réalité, ça n'a pas été ça. Ça a permis d'autres choses, mais entre la promesse et la réalité après terrain, elle est un peu différente. Mais à ce moment-là, tu vois, on arrive à un moment où l'écosystème, il est pas créé. C'est-à-dire qu'il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent, mais les technologies, elles arrivent à chaque fois sur des spécifiques. C'est-à-dire que moi, je suis spécialisé dans le traitement de ça, je suis spécialisé dans la donnée non structurée là-dessus, je suis spécialisé sur l'XML, je suis spécialisé sur le JSON. Et là, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on partage avec beaucoup d'head of data ou de CDO, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tu as des gros acteurs. Et en plus, tu as eu l'arrivée du cloud public, là, je reviendrai dessus, mais de plus en plus fort, parce que même les éditeurs, ils ont changé. C'est-à-dire, de plus en plus, on a de moins en moins de capacités, des stacks qui sont développés pour déployer chez toi. De plus en plus, on veut des services managés, etc. C'est bien pour certaines industries, pour les nôtres, c'est plus compliqué. On pourra revenir dessus, parce que c'est comme une industrie un peu spécifique, la banque, là-dessus, sur la partie sensibilité de données et autres. Et donc, on a des acteurs du cloud public qui s'imposent. Et là, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les éditeurs, ils veulent être une plateforme data tout seuls. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ceux qui sont venus du catalogue, ceux qui sont venus de la base de données et autres, à chaque fois, ils font évoluer leur stack. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de trouver la bonne techno. Parce qu'en fait, la techno, il y en a la partout. techno, elle existe. C'est ça, il y en a plein. Ouais. Par contre, c'est choisir par rapport à tes contraintes à toi et la cohérence aussi de fonctionnement, la bonne technologie dans ton écosystème. Et comment tu choisis ? Comment je choisis, c'est déjà entendre les besoins utilisateurs. Alors moi, mes utilisateurs, ça va être plutôt des data analystes, des data scientists, des data ingénieurs qui sont sur ces plateformes-là et qui viennent répondre à des besoins métiers. Et même, je te dirais, on a de plus en plus de métiers en direct aussi avec les outils. Low code, no code, comme DataIQ, Alteryx, Power BI qui arrivent sur ces plateformes-là. Donc je te dirais, c'est la cohérence par rapport à nos capacités à faire. Déjà, on a nos data centers. Toutes les typologies de données ne peuvent pas aller sur le cloud public, déjà de 1. De 2, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aussi, on a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça, de systèmes opérationnels qui sont dans nos data centers. Donc, à un moment, quand tu veux traiter ces données-là en proximité et que tu veux peut-être aussi ramener des informations après, pourquoi aller dans le cloud public ? Pourquoi pas juste profiter de tes capacités data center ? Donc, qu'est-ce que ton data center peut t'offrir ? Qu'est-ce qu'on a au catalogue chez BPCET ? Comment on peut faire évoluer le catalogue et que ce n'est pas un non-sens ? C'est-à-dire, et on a du mal, tu vois, à des fois, à arrêter des technologies. C'est-à-dire qu'on en ajoute. On a souvent du mal à les tuer, les autres. Ouais. Donc, c'est aussi éviter tu rajoutes une couche à chaque fois et tu gardes, en fait... Éviter de rajouter que des couches. Il n'y a pas longtemps, tu vois, on a ajouté une techno qui s'appelle Starburst et qui vient répondre aussi à des nouveaux enjeux. C'est-à-dire que nous, de plus en plus, on est en train aussi de travailler sur l'open source. Donc ça, c'est un enjeu où on est une équipe qui vient de se créer de cette année, qui, je pense, vient en résonance très forte sur le sujet de souveraineté. Justement. Parce que dans la souveraineté technologique, il y a cette notion de dépendance technologique aux éditeurs. Bien sûr, ouais. Les éditeurs, de plus en plus, il faut le voir, on commence à avoir de plus en plus de fonds de capital market derrière les éditeurs, qui changent le modèle opérationnel. Et souvent, quand ils changent le modèle opérationnel... En cours de route, en cours de contrat. On va dire que les contrats nous permettent d'assurer un temps, mais un temps moyen terme. À un moment, il y a toujours une renégociation.
des éditeurs qui vont arrêter leur modèle on-prem pour t'emmener sur du SaaS, des éditeurs qui vont arrêter en fait ton modèle au déploiement par machine, qui vont arriver en disant tu vas payer une licence d'usage ou du compute. Donc en fait, ça change aussi ton modèle opérationnel. Donc c'est aussi, il y a des enjeux là-dessus. C'est-à-dire que des fois, il va peut-être falloir sortir d'éditeurs parce qu'ils n'ont plus la même stratégie. Okay. Donc c'est un peu tout ça en fait qu'on doit gérer. Sachant que tu peux pas du jour au lendemain changer une technologie. Donc oui, aussi... parce que ça a des incidences sur les métiers, sur les gens, sur nos pratiques, et sur tes pratiques, sur notre sûr. capacité à déployer, sur notre il y a aussi à trouver des technologies qui ont le même niveau d'industrialisation à côté. Donc là, typiquement, pour prendre un exemple, tu vois, d'un choix, on se posait la question en fait d'avoir un moteur pour permettre d'accélérer l'accès à nos plateformes existantes, parce qu'on a un gros cluster, les gens viennent dessus et tout, ils sont très contents. Un moteur type moteur de recherche. Un moteur SQL, vraiment un D'accord. moteur SQL. On voulait pas chercher une database, parce que ça on en a mais plein. Ok. Et au contraire, le problème c'est qu'on en a peut-être trop. On voulait faciliter en fait l'accès pour les besoins analytics, pour les besoins BI. Parce qu'on avait déjà des moteurs de cache un peu pour la BI. D'accord. Mais c'était chaque fois contraint à l'accès pour la BI. Dès qu'on avait des gens qui voulaient faire de la requête, l'accéder, etc., manipuler, peut-être faire du POC sur ces données-là, on avait souvent cette approche de cette plateforme, elle est géniale, c'est un carrefour finalement des usages, de la donnée, tout ce que vous voulez. Mais dès que je veux faire quelque chose plutôt en proximité pour moi, je vais créer une petite base au-dessus et je vais mettre de la donnée dessus. Et on a vu un peu ces petits trucs apparaître là, un peu ces champignons au-dessus. Ce qui est normal, parce que chacun voulait aussi prototyper. Bien sûr. En fait, au-dessus et avoir ses propres usages avec des fois des SLA. Et on s'est dit, non, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est juste qu'on amène un moteur et qu'entre guillemets, on casse un peu ce côté un peu silo de cette plateforme. Et donc, on a fait un peu de recherche. Au début, on était très intéressé par Trino, qui est un petit moteur open source SQL. Et on a pris Starbus, qui est la version entreprise. Donc, on est dans une approche open core, c'est-à-dire une entreprise qui te package un open source. Et derrière, tu vas avoir cette version entreprise qui va te permettre de la déployer chez toi. Donc, ça rentre aussi dans la stratégie open source qu'on a de plus en plus. Donc, on a mis le moteur et ça permet aujourd'hui de fédérer sur des bases de données des requêtes. D'accord. Donc, aujourd'hui, on connecte à différentes bases. Ça nous permet aussi d'accélérer l'accès à notre cluster, donc à nos data qui sont déjà dans le cloud privé. Et surtout, on est challengé par le fait que comme on a des clouds publics, on a cette approche serverless, on a cette approche compute à la demande, on a cette approche rapidité des moteurs. Et donc l'objectif aussi, c'est d'amener des choses qui nous permettent de retrouver des niveaux tu vois, de SLA, on va dire, sur notre cloud privé versus les clouds publics qu'on peut avoir. Ok, très Et donc, clair. tu vois, c'est des choix un peu comme ça où c'est plus pour par éviter rapport les à usines à gaz et éviter justement que ce soit simplifier, répondre à des besoins. Bien sûr. Et se dire aussi, ça nous permet aussi d'ouvrir d'autres champs, des nouveaux formats de table qu'on n'avait pas avant, essayer resté up-to-date dans notre stack interne versus ce qu'on peut avoir chez les cloud providers. Et donc, c'est intéressant là-dessus. Et c'est là où les choix ils sont là-dessus et tu peux pas tout ajouter et tu dois faire des choix. Et aujourd'hui, typiquement, sur le cloud public, on a les 3 clouds publics qui sont ouverts. Donc, tu pourrais te dire, ouais, vous faites de l'AWS, de l'Azure, du machin. Non, à un moment donné, on a eu un choix aussi. Un choix à faire et vous êtes... piloté plutôt. Et là, c'est notamment Data.ia et le CDO du groupe qui avait dit, on va sur GCP pour le socle data. Le paiement était déjà dessus pour le retail. Donc, il y a eu vraiment le choix. Et après, sur cette partie-là, ça, on va plutôt l'animer en mode de design authority. Donc, data design authority, là, on va plutôt l'animer sur les mêmes patterns pour faire. Une stack data qui répond aux exigences de sécurité du groupe, validée avec l'infogéreur, qui vont être packagés par l'infogéreur et qui viennent répondre à des enjeux. Donc là, c'est VBigQuery pour le serverless, Vertex pour du notebook. Et là, on fait un choix sur déjà bien consommer les produits que Google va nous apporter. Et on a Power BI qui est aussi un barycentre BI. Tu vois, on n'a pas rajouté du tableau, du machin. Alors oui, il y en a un peu des fois des petites bandes, mais on a entre guillemets des choix des fois sur des points très précis qui sont groupes. Ok, très clair. Et si on parle un peu plus d'intelligence artificielle? Et ça, c'est la 3e grosse évolution. Ouais. Est-ce que comment ça se passe du coup dans tes équipes, dans le groupe BPCE, en termes de cybersécurité, j'imagine, en termes de data, de risque, d'évolution du profil. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui sont arrivés avec l'IA au sein de tes équipes? Oui, typiquement. Là, il y a l'explosion de l'IA générative, mais et ils ont en parlé dans le premier podcast. Et en fait, finalement, le bon vieux machine learning, c'était les premiers vrais usages. Ouais. Là où je te dirais que c'est eu un changement un peu dans les postes, c'est que moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai des data ingénieurs qui sont plutôt ML engineers, qui accompagnent en fait les projets à l'industrialisation du modèle de machine learning. D'accord. Et là, les premiers enjeux, ça avait été à l'époque
Comment on arrête le côté, mais ça c'est un peu, tout le monde l'a eu, le Python dans le coin et que tu arrives à l'Indus et ça a été, non mais ça a été nos vrais enjeux ça. Bah oui, bien et sûr. donc ça a été, tu vois, d'être capable de conteneuriser du notebook Python, d'avoir des services un peu de data lab à la demande et autres. Et quand on est arrivé sur GCP, c'était exactement ça. On avait des vrais enjeux data lab, ça veut dire les premiers use cases qui sont arrivés, c'est plutôt des use cases de data lab. Ça veut dire comment demain, ce que je faisais avant et pas de manière très satisfaisante en interne sur des notebooks où j'avais du mal à rentrer à l'échelle, où à chaque fois pour l'industrialisation c'était compliqué. Comment je peux avoir quelque chose de plus serverless à l'échelle? Bah, typiquement, c'est vrai que là, les clouds publics t'amènent beaucoup de services autour de ça. Et nous, l'idée, c'est aussi de rendre. Donc en fait, d'essayer d'avoir une offre un peu pareille ou équivalente, j'ai envie de dire, en fonctionnalité dans notre cloud privé. Et donc là, on est en train de développer du data lab à la demande et des choses comme ça aussi en interne, qui permet de scale en gros, d'augmenter la capacité de compute de ton notebook et autres en restant sur l'approche conteneur. Mais les data labs comme dans le GCP nous a permis, sur la partie GCP, ça nous a permis d'accélérer pas mal là-dessus et de faciliter les usages pour les data scientists sur la partie machine learning. Donc ça a été les premiers enjeux. Et je dirais que là où il y a eu des métiers qui ont plutôt évolué 2018, 2019, 2020, 2021, c'était ce côté un peu, je suis data ingénieur, j'aide normalement l'Indus qui se passe pas forcément toujours bien. On a eu beaucoup de retours et des cas d'expérience là-dessus. Il y en a qui où souvent on disait on n'arrive pas à passer du POC à la MEP, et souvent c'était oui, nous on fait de la MEP quand les CDO en parlaient. La réalité terrain, c'est que c'est plutôt, il y a une évolution où le data ingénieur / data architecte aussi, c'est à travailler autour de comment je fais une chaîne d'industrialisation, comment je crée des offres data lab pour faciliter ça. C'est-à-dire que le métier du data scientist, l'idée c'est de lui simplifier la vie, lui donner les outils pour qu'il puisse aller en prod assez facilement en restant sur une stack d'outillage qu'il maîtrise et en restant sur du code qu'il sait maîtriser et pas rajouter à chaque fois une complexité au déploiement et autres. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a eu une évolution première, je dirais. Et la deuxième solution, c'est l'IA générative. À deux aspects. Premier aspect, c'est que je dirais que là où c'est intéressant, c'est que tu as une évolution aussi des stacks data là-dessus. Parce qu'avant, c'était beaucoup de données relationnelles. Ouais, Maintenant, on a eu énormément pour la RAG et donc pour le Retrieval Augmented sur les réponses. En fait, Retrieval Augmented de génération, on a eu énormément de besoins en fait d'aller structurer des bases documentaires. Donc on allait sortir finalement dans nos offres et on a récupéré en fait notre base vectorielle historique du cluster. On l'a conteneurisée pour faire une offre de base vectorielle pour les sujets de RAG chez nous. Okay. Donc on a essayé aussi de réemployer ce qu'on savait faire, plutôt sur du text search, donc du search, du full text search. On l'a plutôt employé sur du vector search. Et là, tu utilises l'IA générative, du coup. Et là l'IA générative pour la RAG, et donc là, ça veut dire qu'on a dû faire finalement des socles pour ce sujet d'IA générative pour la rendre plus pertinente sur la partie RAG. Et là, c'est des équipes chez nous, IA générative, qui ont finalement récupéré cette base vectorielle pour l'intégrer dans le socle IA générative. Là, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier, c'est plutôt réemployer les compétences qu'on avait pour essayer de les mettre dans un socle IA générative. Et là où, en fait, tu as un challenge, c'est que maintenant, moi, je dirais un challenge au niveau des plateformes data, à deux aspects. Dans l'équipe, nous, on a un challenge autour de comment demain tu intègres maintenant l'IA générative dans les bases de données, dans ta plateforme. Ouais, je comprends. Parce que là, pour le moment, c'est plutôt... on fait de la RAG, donc ça veut dire qu'on amène de la documentation, qu'on va structurer, etc. Parce qu'on a vu beaucoup aussi d'erreurs sur la qualité de la documentation. Et aujourd'hui, il y a un vrai effort d'accompagnement. D'où la qualité de ta data au départ, en fait. Exactement. Ouais, bien sûr. Mais donc, c'est plutôt de la RAG, donc c'est plutôt de la base vectorielle, donc c'est plutôt de la documentation que tu amènes et que tu vas structurer. Sauf que demain, la réalité, c'est ce qu'on veut, on veut exploiter finalement la donnée de type relationnel ou non structurée. Et finalement, un client, à la fin, moi, ce que je dis en interne de plus en plus, c'est que les clients, que ce soit des données de type vectoriel, graphe, géospatial, relationnel, lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver une information. Oui, bien sûr. Et donc, c'est comment on va amener l'IA générative à plusieurs aspects. Ça peut être soit déjà dans les outils de low-code, no-code qu'on peut avoir aujourd'hui, ou BI, comme Power BI, etc. Comment tu les amènes? Est-ce que tu vas à chaque fois chercher la solution de l'éditeur, ou est-ce que tu vas amener toi-même des endpoints à toi pour sécuriser aussi ça? Et aussi parce que si tu commences à activer tout ce que tout le monde te donne, en fait, à un moment, tu ne maîtrises plus rien. Tu ne maîtrises plus ta donnée, ta gouvernance. Et tu as plein de surfaces d'attaque potentielles, etc. Donc, tu vois, par exemple, Microsoft pousse beaucoup Copilot. Nous, on se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir finalement un add-on IAGEN chez nous qui permettrait... Que vous développez en interne. Voilà, et que vous allez utiliser vous-même. Pour améliorer l'expérience autour de Power BI, qui est un premier exemple. Parce qu'aujourd'hui, Power BI, ça nous permet de faire de la BI.
Mais demain, tu pourrais te dire, en fait, j'ai plus envie de faire de la BI, je veux naviguer, je veux avoir une information. Et le fait de la faire toi-même te permet d'être libre au final. De mieux maîtriser aussi. De mieux maîtriser, ouais. Et c'est pas c'est pas Microsoft ou les autres. Je veux dire, c'est plutôt qu'à un moment, tu peux pas activer tout ce que les éditeurs vont t'amener. C'est techniquement pas possible. Et il y a le modèle économique à un moment. Ouais, bien sûr. Donc il y a ces réflexions-là pour nous. Donc c'est comment plutôt nous, on est en train de réfléchir à l'évolution de la stack. Et donc ça veut dire derrière aussi comment on la prépare. Et pour la préparer, c'est pas juste un sujet du bon LLM, parce que ça, c'est travaillé et il y a une équipe qui s'en occupe et qui a proxifié un accès à différentes typologies d'LLM. Okay. Donc là-dessus, pour nous, c'est anodin d'aller chercher du Gemini ou d'aller chercher du OpenAI ou d'aller chercher du Claude. On est même en train de travailler sur des modèles en interne, sur des capacités GPU justement que nous, on a amené. Quand dans les évolutions de plateforme, typiquement, on a commencé à avoir de la GPU en interne pour faire justement cette capacité d'avoir nos moteurs d'embedding, la base RAG, etc. déjà chez nous. Et même des LLM pour le code, pour avoir des plugins pour l'aide au code, l'IA Fortech, quoi, sûr, plutôt pour la partie tech. Et donc là, aujourd'hui, c'est plutôt, OK, on a techniquement parlant les LLM qu'il faut. Par contre, tu as donné un point où on le voit, c'est qu'on a mis beaucoup d'informations, de définitions et tout dans des data catalogues qui sont au-dessus des plateformes. Sauf qu'aujourd'hui, on veut connecter les IAGN directement sur nos plateformes. Et donc, ça va être l'effort demain de travailler mieux sur la métadata, c'est-à-dire sur la couche sémantique, sur toutes les définitions que tu vas amener, sur les tags, sur en fait tout ce que tu peux amener en termes de verbatim. Qui va te permettre de cartographier ta data. Et pour que l'LM comprenne le contexte d'usage de cette LLM et de ces données, et surtout, des fois, donner des contextes dans l'usage de nos données. Et donc, c'est un peu une approche différente. Ça veut dire, avant, on cataloguait la donnée. Là, aujourd'hui, c'est plus la cataloguer, c'est plutôt l'enrichir pour que les LLM puissent la consommer et la comprennent. Et en fait, doit la comprendre déjà. Qu'est-ce que c'est comme donnée ? Dans quel contexte j'ai le droit de l'utiliser ? Donc aussi, ça amener du contexte dans l'usage et ça amener aussi du contexte dans la manière dont la donnée va se lier aux autres. Parce qu'on est souvent sur des modèles table de fait, table de dimension. Enfin, ça, c'est le classique. Mais en fait, un LLM, il faut qu'il le comprenne. Bien sûr. Donc là où ça va être puissant, c'est souvent dans des outils où tu as déjà une abstraction. Typiquement, dans la BI, en fait, tu as déjà un petit data model en fait, qui est créé dans ton outil. Donc là, ça va être très puissant très rapidement. Par contre, c'est limitant. C'est-à-dire que tu dépends d'un outil, tu dépends d'une couche d'abstraction que tu as faite dans un outil. Donc, c'est comment on arrive à ramener ça dans une plateforme et avec les mêmes bonnes pratiques, que ce soit dans le cloud privé ou dans le cloud public. Ouais. Parce que c'est important d'avoir les mêmes approches. Et donc là, on a des gros études, on est en train de travailler énormément là-dessus. Donc, je dirais, il n'y a pas une évolution profonde de mon équipe sur ces métiers-là. Ouais. C'est plutôt, on doit faire évoluer nos plateformes et donc ça nous oblige à revoir peut-être certaines choses qu'on ne faisait pas avant sur nos plateformes ou on amenait d'autres enrichissements qu'on n'avait pas forcément avant dans nos plateformes parce qu'on n'avait pas forcément des besoins directement dans la métadata, dans la couche métadata vraiment technique, de définir des choses. On cataloguait pour des besoins de cataloguing interne. Là aujourd'hui, c'est plutôt comment tu ramènes finalement cette intelligence que tu as mis dans tes catalogues au niveau de tes données. Là où tu vas avoir des éditeurs de catalogues qui vont dire mais non, mais demain, via le catalogue, vous allez attaquer vos données. Oui, mais sauf que moi, j'ai pas forcément envie de passer par un outil pour attaquer ma donnée. Moi, je veux pouvoir donner la possibilité à chacun, par un seul endpoint, un seul point d'accéder à ma donnée par de l'IA générative ou par du SQL. Parce que demain, bien sûr. Ou comment pour aussi, être plus productif, avoir les infos plus rapidement. En fait, pour faciliter l'accès à l'information. Et je pense que c'est ça l'enjeu qu'on a de plus en plus. Parce qu'on a beaucoup de drague aujourd'hui. Mais demain, quand on parle d'agents, d'MCP, etc., en fait, le premier vrai sujet, c'est qu'il faut accéder à cette donnée. Et il faut qu'elle soit intelligible pour le LLM. Et c'est là où il y a un vrai enjeu pour moi. Et c'est vraiment le truc qu'on est en train de travailler. Et si je te parle un peu plus de la partie formation des équipes, parce qu'avec les nouvelles technologies, ça bouge énormément. Ouais. Comment tes équipes aujourd'hui, enfin les gens avec qui tu travailles au quotidien, se forment à toutes ces nouvelles informations, ces nouvelles... j'imagine que tu dois faire de la veille personnellement. Est-ce que le groupe aujourd'hui dans lequel tu travailles vous amène des formations, vous permet d'être au courant de l'évolution de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la tech, en fait. Au niveau groupe, on a de toute façon un organisme de formation interne qui gère qui est au niveau du socle RH. En interne, on a des relais de formation. Moi, en tant que manager, je dois faire les entretiens pour comprendre les besoins de formation de chacun. Bien sûr. Typiquement, quand on a eu le départ de GCP, notamment de Google, on a eu beaucoup avec des partenaires des formations autour de GCP pour beaucoup de personnes du groupe, parce qu'il faut former les gens. L'équipe, elle, je les ai formés aussi. Il y en a certains qui se sont même certifiés autour de ces technologies-là. Quand on a une nouvelle techno, on essaie de trouver des organismes qui peuvent nous aider. Elles sont en attente de ça ? Mes équipes, ouais. Ouais, elles attendent mais vraiment. Justement, je leur dis de ne pas attendre. En fait, non, mais un point qui est important, mais d'un point de vue personnel. Et moi, j'incite beaucoup de gens à le faire. Et dans le groupe, je sais qu'il y en a qui le font et je leur dis bravo. Et mon équipe,
Je leur casse la tête avec ça, pour le dire gentiment. Et j'espère qu'ils m'écoutent. Je les obligerai à m'écouter. Je leur casse la tête avec ça. Non, mais un point qui est primordial, c'est que moi, j'écoute beaucoup de podcasts, déjà de un. De deux, je vais sur beaucoup de salons, beaucoup d'échanges avec des pairs et je fais beaucoup de présentations. C'est pas pour travailler. Et t'es dans le club Come Connect. Oui, forcément, ça c'est vrai. Non, mais t'as raison. Non, mais je suis dans beaucoup de clubs et merci parce que ton club, il est aussi très intéressant là-dessus. Soit des clubs tenus par des éditeurs, soit des clubs en plus ouverts, et ça c'est génial, ou des clubs qui sont payants comme d'autres. J'ai la chance aussi d'être vice-président d'une association autour de l'open source et qui permet d'avoir beaucoup de groupes de travail sur plein de thématiques, et ça permet d'ouvrir avec aujourd'hui 27 Ça te permet d'avoir de la veille en fait. Hein, et en fait c'est une veille, c'est une par veille, l'échange. C'est une veille humaine en fait. Hein, c'est une veille humaine, c'est une veille par sûr. l'échange, c'est une veille sur les pratiques que chacun va faire, c'est une veille sur ce que les gens sont en train de regarder. Moi, c'est une veille aussi sur les technologies, sur les salons, c'est aussi voir les technologies émergentes, les retours d'expérience. Et t'incites vraiment tes équipes à y aller. Et à présenter. Ok. En fait, moi, il y a cette notion de travailler aussi ton employabilité. C'est important, je pense, de travailler son employabilité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, en travaillant ton employabilité, en fait, tu travailles aussi ton employabilité et ta pertinence pour ton groupe dans lequel tu es déjà aujourd'hui et donc dans ton rôle. Alors, ça peut pas. Ça amène de la crédibilité, en fait. Ça amène de la crédibilité. Ouais. Et après, moi, ça me challenge en tant que manager, parce que c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à les garder aussi, ces personnes-là. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller te challenger en présentant ce que tu fais, en expliquant ce que tu fais et en expliquant ta vision. Pas pour une street cred ou un truc comme ça sur LinkedIn et tout. Déjà, juste pour dire, en fait, c'est ça la vision qu'on a. Qu'est-ce que vous en pensez à l'extérieur ? Bien sûr. Et en fait, ça permet de créer après de l'échange. Et te challenger aux autres aussi, voir comment les autres travaillent. Exactement. Est-ce que toi, tu as la bonne approche ? Est-ce que d'autres ont une meilleure approche que toi ? Et aller t'inspirer des autres aussi. Hein, parce tu vois, typiquement, en disant s'inspirer, tu vois, genre au tout début de Google, quand on a lancé notre communauté Google et autres en interne, en fait, on n'avait pas beaucoup de compétences. Et en plus, nous, on utilise, c'est pas du cloud public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on utilise un cloud public chez nous, il y a des règles d'or de la sécurité qui sont mises en place. On a tout un appareillage qui est fait avec un cloud provider, un amarrage quoi, au niveau sécurité. C'est pas la même manière d'utiliser du cloud public qu'ailleurs. Mais par contre, les retours d'expérience sur la manière dont les gens l'ont utilisé et comment ils ont trouvé de la valeur dedans et qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui, ça en fait, ça va créer une valeur chez nous d'avoir ça comme information. Et donc au début, quand on a créé la communauté, et je remercie tous ceux qui se sont prêtés, voilà, j'ai fait venir des relais qu'on a chez L'Oréal, chez Carrefour, chez Orange, pour expliquer ce qu'ils en font et comment ils l'ont fait, et c'était quoi en fait leur expérience sur GCP. Et on fait partie de communautés comme tu vois, le Google Cloud Customer Community, animé par Antoine Castet, Guillaume Blaquière, Yann Beauvais, justement Yvan Beauvais, qui permet en fait d'animer des choses. Et nous, on s'est beaucoup inspiré de ça, tu vois. Et c'est bien parce qu'en fait, on était débutants. En vrai, mais là, il n'y a pas longtemps, on a fait déjà des premières prêses à l'intérieur de ça. Et en fait, tu peux apprendre des gens, mais aussi c'est bien de rendre. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est donnant-donnant, quoi. C'est donnant-donnant. Bien sûr. Et donc, il y a un enjeu. Et moi, j'incite beaucoup les gens à le faire. Moi, je le fais au quotidien. C'est un truc... Et tu vois, même venir ici expliquer la vision, peut-être qu'il y en a qui diront « Non, mais c'est complètement débile ce qu'il explique. » Peut-être. Et moi, j'invite ceux qui sont prêts à discuter avec moi. Moi, tu m'as appris plein de choses, là. En même pas, 30 minutes, 40 minutes. Tu m'as déjà appris énormément de choses. C'est hyper intéressant, honnêtement. Mais donc, moi, je trouve que c'est et des fois, on se ferme parce qu'on a peur, d'un point de vue com, de dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. Mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les stacks technologiques qu'on partage tous, vous avez tous les mêmes enjeux, tous les mêmes problématiques. Oui, et on n'a pas un différenciant métier très fort à savoir si nos données sont ici ou là. Je dis pas qu'en fait, il n'y a pas de différenciant métier. Je dis juste qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on peut échanger sans qu'il y ait forcément différenciant métier très important qui impliquerait derrière du secret, etc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu parlais d'animation de communauté, tu en parles beaucoup. C'est quelque chose dont tu es assez fière, j'ai l'impression. Moi, j'ai envie de savoir, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? On l'a vu, tu me l'as un peu dit tout à l'heure, pour tes équipes au quotidien. Ça permet de faire de la veille, de s'informer, etc. Mais c'est quoi le quick win qui fait qu'aujourd'hui, ça te passionne d'animer des communautés, tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est... Tu veux une petite anecdote? Ouais, je veux bien. Il rigole. S'il écoute le podcast, il rigolera. Mon chef actuel était en fait avant responsable de la CIB. Et quand moi, je suis arrivé en interne... Alors moi, à la base, j'ai fait du stage, du freelance chez Natixis avant de rentrer en interne. Et ouais, freelance.
On en vient tous. Crème de la crème. C'était le moment. C'est le moment pub du podcast. Placement produit. Et donc, en fait, moi, j'ai signé le 1er septembre 2018 et le 3 septembre 2018, j'étais dans son bureau parce qu'en fait, la personne qui animait en fait, les réunions Big Data partait. Ok. Et moi, je lui ai dit, ça fait 1 an que je traîne autour de ça. J'aimais bien ce côté un peu partage et de se dire, on a une plateforme et on partage tous ensemble autour de ces technos. Et je lui ai demandé si je pouvais reprendre l'animation. Donc, ça faisait 3 jours que j'étais en CDI dans la boîte. Ah ouais. Et il m'a dit, ah ouais, quand je t'ai dit, ma porte est toujours ouverte, tu l'as pris au mot. Bah ouais, je l'ai pris au mot. Et il m'a donné cette possibilité-là. En fait, c'est faire. En vrai, c'est faire de sa part. Mais c'est des opportunités. Non, mais je veux dire, c'est chouette. Et donc, les opportunités, moi, je remercie énormément mon management qui a toujours été hyper ouvert et qui m'a laissé faire beaucoup de choses aussi en autonomie, qui m'a donné ces possibilités-là. Et big up à ma RH aussi qui m'aide beaucoup là-dessus pour les autres. Et ce qui est important, c'est que moi, je trouve que dans ces communautés-là, aujourd'hui, sur ces socles un peu techniques et technologiques, finalement, on partage tous les mêmes problèmes. Et dans une entité où on a tous nos métiers un peu différents, on doit répondre déjà à des problématiques métiers. Ils nous challenge sur beaucoup de choses déjà en quotidien. Moi, j'étais dans un métier avant. Et en fait, d'avoir cet endroit où on peut échanger, partager, et capable aussi de mêler à la fois des gens de l'infra, des gens, du DevOps, des gens de la sécurité, des gens qui vont déployer les API, qui vont les suivre, les gens qui vont les développer. Ça te permet d'avoir quand même une vision sur tout. 360. 360 sur toute la partie terrain, en fait. Hein. Et donner des infos. Ouais. Et être capable d'animer en communauté, je trouve ça tellement plus fort. Et en fait, ça t'amène... Tu vois, aujourd'hui, on a plus de 130 projets sur le cluster. Si je voulais animer de manière pas communautaire, et en gros, c'est moi qui prends les décisions pour tout le monde et machin et tout, en fait, c'est nul. En fait, on est une plateforme, on est tous dessus. C'est collaboratif, en fait. C'est une copropriété. Ouais, et aujourd'hui, sur la partie cloud public, en fait, finalement, tu pourrais dire chacun peut faire sa vie sur Google. Bah non, en fait, on a envie d'animer des Rex. J'anime avec un gars, en plus, qui est à Nantes, qui s'appelle Michael, qui est dans une autre entité que moi. Donc, on anime à deux entités différentes qui animent ensemble et on arrive à faire un super boulot. Et en fait, parce qu'en fait, on a envie de se retrouver, on a envie de partager, on a envie d'avoir les bonnes pratiques. Il y a des gens qui ont d'autres idées. Et en fait, moi, les communautés, pour moi, c'est une force. Comment tu rentres dans ces communautés ? Je les crée. Toi, tu les crées. Ouais. Mais comment, en tant que si tu as envie, toi, enfin pas toi, Florian. Tu tapes à la porte. On tape à la porte et on tape à la porte et on t'invite. C'est ouvert à tout le monde. On anime ça par des teams. En plus, c'est des animations, mais j'ai envie de dire bateau. Hein. C'est un Teams, ça pourrait être un Slack, ça pourrait être un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp. Non, mais voilà. C'est des listes de diffusion en interne par mail. Ouais, mais c'est des animations de communauté où tu n'as pas besoin en fait, d'avoir un outillage complexe. C'est en fait juste des messages, des meetings et des retours d'expérience. Ok, hyper intéressant. Et des retours d'expérience autant internes qu'externes. Parce qu'en fait, c'est bien aussi d'aller amener de l'externe. Et tu vois, moi, typiquement, quand je vais à des events, moi, cette année, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Vegas pour Google Next. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça devait être dingo, ça. Non, mais ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Tu t'échanges avec d'autres nationalités, tu vois d'autres choses, tu vois d'autres ex. Parce que j'imagine qu'aux États-Unis aussi, ça doit être fou. Enfin, par rapport oui. à la France, j'entends souvent dire que nous, en France et en Europe, on a un train de retard. Est-ce que c'est vraiment vrai par rapport à toi? Joker? Non, je rigole. Joker? Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas dans des événements comme ça, tu prends aussi conscience de la taille, tu vois, de l'Europe versus les autres. Moi, une fois, j'étais à Singapour et j'avais vu, tu vois, la taille c'était le FinTech Festival, c'était il y a 3 ans, et tu voyais la taille du stand Google, qui était en fait un stand d'accueil presque, et tu voyais la taille de Tencent Cloud, donc qui est en fait un gros acteur hyperscaler là-bas. Et là, tu te dis, ah oui, en fait... c'est le jour et la nuit. À chaque fois, ça dépend d'un point de vue d'où tu es. Ouais. En France, le stand Google, il va être énorme. Il va être énorme aujourd'hui. Ouais. Et tu vois, on voit pas assez nos hyperscalers. Scaleway, OVH, on les voit pas encore assez. C'est vrai. Et en fait, mais par contre, tu vois, mentalité de Scaleway, par exemple, sur l'open source et des choses comme ça, ils ont un CTO incroyable. Moi, je pense qu'en fait, déjà, on a beaucoup de compétences en Europe. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on arrive à aligner les planètes des fois et à réussir à le faire. Et il faut pas avoir peur aussi des fois d'avoir des très gros acteurs. Et ça, c'est le côté où j'ai toujours l'impression qu'on a peur d'avoir des très gros acteurs. On a plein de petits et on n'arrive pas à mettre des fois de l'argent à un seul endroit pour faire. On en met un peu partout. Et sur le quantique, on le voit, on a beaucoup d'acteurs sur le quantique. Mais en fait, les très gros qui sont en train aussi d'avancer très vite, c'est des IBM, c'est des Google. Ouais, bien sûr. Parce que c'est un très gros acteur avec une grosse capacité
derrière CAPEX. Versus nous, on met plein d'argent dans plein de petits acteurs et on espère qu'il y en a un qui va grossir. Qui va sortir qui un va peu sortir du lot. Quoi. Et peut-être que c'est ça le problème. Je dirais pas que c'est un manque de compétences. Je dirais plus que c'est peut-être deux mentalités différentes. Mais par contre, c'est intéressant d'aller voir, de sortir un peu nos lorgnières classiques de nos communautés, nos groupes d'échange, etc. Et des fois d'aller à l'étranger, de voir un peu comment ça se passe. Et Next, tu vois, hyper intéressant pour moi. Mais sauf que j'ai partagé direct. Ça veut dire que quand je suis revenu, j'ai fait des partages de la veille dans la communauté. J'ai expliqué aussi ce que j'avais retenu. Ce que tu avais vu, voilà. que tu avais... Okay. Et ça, c'est important, c'est toujours de partager parce que aussi, et moi, ce que j'arrête pas d'expliquer en interne, et c'est comme ça que moi, je considère un expert, c'est quelqu'un qui arrive à expliquer, à culturer et qui est capable, en fait, d'expliquer simplement des choses parfois qui peuvent être techniques. Très compliquées. C'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas parce que c'est complexe que ça doit être compliqué. Ok, je comprends. Et ça, c'est la mentalité de notre chef et là-dessus, il a complètement raison. Et c'est pareil, la data, c'est pas parce que c'est technique que ça doit être compliqué d'accès. On doit la rendre de plus en plus facile d'accès. Alors, c'est un vieux pieu, hein, et c'est pas facile, hein, parce que si c'était le cas, on l'aurait déjà fait. Mais c'est ce qu'on essaie au quotidien, quoi. Je vais te poser une dernière question un peu prospective par rapport à ton métier. C'est quoi l'évolution que tu en vois dans les prochaines années, aujourd'hui, si par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Tu veux dire par rapport à ce que les impacts, par exemple, avec les narratives, est-ce que des postes vont disparaître? Voilà. Ouais. Non, c'est une bonne question. J'avoue que il y a des jours, je me dis, on n'aura plus besoin de nous. Et en fait, il y a des jours où je me rends compte que les systèmes, des fois, sont tellement complexes qu'en fait, tu auras toujours besoin. Et c'est ce que peut-être que le développeur qui ne fait que développer du code sans réfléchir, en fait, à l'architecture de son code et à la complexité du système derrière. Et à son évolution dans le temps aussi. Ouais. Peut-être que là, c'est des métiers qui peuvent changer, ouais. Parce que là, quand je vois la capacité aujourd'hui des plugins qu'on a, nous, en interne, d'IA, d'aide au développement, tu te dis c'est quand même assez puissant. Par contre, c'est un coût. Ouais. Et un nombre de tokens, etc. Est-ce qu'on oublie ça? Mais donc, derrière, il y a des choix à faire, etc. Et on le voit qu'il y a déjà pas mal de boîtes finalement qui virent, en fait. Hein. On va le dire, clairement. Moi, je pense que la réalité, c'est que notre métier de data ingénieur, de data architecte et de responsable data et autres, c'est aussi penser le système dans son ensemble. C'est architecturer la chose. C'est pas juste du code. C'est aussi l'imbrication de développement propre, de services, de logiciels ensemble pour répondre à un besoin. Je pense que ce qui va arriver de plus en plus, c'est que, et ce que j'espère, c'est que dans mon métier, il y aura peut-être de moins en moins d'intermédiaires. Ça veut dire qu'on pensera les plateformes avec des accès très directs en langage naturel. C'est-à-dire que peut-être il va y avoir la complexité de l'accès à la donnée par du SQL, etc., plutôt par des spécialistes, qui va peut-être être un peu moins vrai et qu'on va avoir de plus en plus cette capacité d'aller manipuler la donnée. Sauf qu'il va y avoir des nouveaux enjeux. Et des nouveaux enjeux, ça va être quoi? Ça va être la pertinence de cette manipulation. C'est-à-dire de vérifier qu'il n'y a pas d'hallucination, que la formation qui remonte est bonne. Et donc, il y aura aussi, je pense, des nouveaux métiers autour de ce qu'on appelle l'IA testing. Et nous, aujourd'hui, on est en train d'intégrer, par exemple, on travaille beaucoup avec Giscard sur l'IA testing, qui est une start-up française, sur la RAG. Mais demain, comme tu vas voir sur la donnée relationnelle, etc., c'est comment tu es sûr que le prompt que tu vas faire, en fait, derrière, la donnée qui te ramène est la bonne. Et la bonne, ouais. Comment tu justifies, en fait, que ce qui te fait comme retour est bon. Ouais, et donc, demain, je pense qu'on va avoir de plus en plus de la notion de data apps, où, en fait, on va donner du contexte. C'est dans un contexte qu'on va aller manipuler, en fait, des objets de données ou des produits, des data products. On va peut-être aussi être un peu plus producteur de data products et pas juste de la data pour de la data. Et qu'il va y avoir un vrai enjeu au niveau de cette couche-là et qu'on va avoir peut-être des nouveaux métiers là. Et peut-être que le métier juste du data analyst qui pondait de la requête SQL va un peu changer et il va plutôt revenir un peu ce qu'on avait un peu la MOA avant ou des choses comme ça. MOA, on va revenir sur comment reconstruire des data apps avec du contexte pour qu'en fait les gens puissent la manipuler de manière plus simple. Et donc derrière, ça va être ça pour moi les enjeux. Hein. Je le vois là, à cet endroit-là. Et par contre, sur les plateformes et la gestion de ces plateformes-là, on sera aidé. Plus facile pour faire des benches, plus facile aussi pour aller tester des choses, peut-être, prototyper. Cet aspect vibe coding à voir, parce que c'est toujours pareil, quand tu vas commencer à rentrer dans des applications complexes avec de l'indus, ce passage à l'échelle des choses là-dessus. On l'a vu sur le low-code, no-code, ça n'a pas toujours été très simple quand tu veux faire du passage à l'échelle et dans la gestion dans le temps. Donc c'est à voir là-dessus, je ne sais pas encore. Mais je vois quand même une grosse tendance autour des plateformes, autour de peut-être que le data analyst va revenir sur un sujet de construire des data apps pour directement des besoins métiers et peut-être qu'on va avoir une fonction data qui va être
Et on le voit un peu aujourd'hui, qui rentre un peu plus dans les métiers, pas forcément avec des outillages low-code, mais plutôt directement avec la capacité d'aller utiliser cette donnée. Mais c'est pas si simple, hein, parce qu'on le voit aujourd'hui, les technologies sont pas forcément super matures. Encore très abouties. Et il y a un gros travail, comme je disais, autour ce que je dis du verbatim, de la taxonomie, de l'enrichissement en fait de nos données en termes d'information et de contexte pour qu'en fait le LLM le comprenne et puisse directement l'utiliser. Et il faut de l'humain derrière. Et il y aura toujours besoin d'humain. Et là-dessus, oui, clairement. C'est ce que je disais hier, une table ronde. Il y a l'IA, mais il y a surtout l'IH, l'intelligence humaine. Bah, tu vois, moi, ce que je dis, c'est que dans mes communautés, c'est de l'intelligence collective. Oui, aussi. En fait, il y a l'intelligence artificielle, mais l'intelligence collective et les communautés, elles sont là pour ça. C'est créer cette intelligence collective, de ce partage, ces bonnes pratiques, accélérer ensemble, faire ensemble. Et j'en parle autant des communautés internes qu'externes. Moi, je pense qu'en fait, on y gagne beaucoup à partager. Et je passe beaucoup d'intelligence collective. Et voilà, moi, mon équipe, tu vois, si demain on est amené à disparaître parce que finalement, aujourd'hui, on a répondu à tous ces enjeux-là, bah, en fait, tant mieux, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, mais... tu feras autre chose, tu partiras en vacances. Ouais, voilà, je ferai autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que non, il y a encore des vrais enjeux. Non, il y a encore des vrais enjeux là-dessus, ouais. Merci, Florian. Non, mais merci, au revoir. J'ai été ravie de t'accueillir pour ce second épisode du podcast. Ravi d'être venu. Crème Connect. Merci, Florian. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Crème Connect, le podcast de Crème de la Crème. Pour prolonger la discussion, retrouvez nos prochains événements, nos masterclass, nos tables rondes ou tout simplement rejoindre notre communauté, rendez-vous sur crèmeconnect.io. À très bientôt pour un nouvel épisode.